Alors bonsoir, merci d'être présent ce soir en grand nombre. Pour moi, en tout cas, c'est une occasion rare dans la vie publique là, de parler de la psychose comme ça, entre psy, avec des gens, de prendre le temps de pas seulement réagir à la psychose ou d'avoir peur de la psychose, parce qu'on va parler de comment la psychose est habitée par la peur, mais on a aussi peur de la psychose socialement, donc on va essayer de faire notre part pour avoir peut-être moins peur collectivement, puis de plus pouvoir la penser ou l'approcher ou la connaître. Donc, peut-être que je te lancerai sur ce premier mot, en fait, de la peur, parce que moi, quand j'ai reçu ton manuscrit, la première chose qui m'est venue, c'est ah ben oui, tu sais, la psychose et la peur. Moi, mon expérience de clinicien, pour avoir fait un peu de psychothérapie avec la psychose, c'était ça, c'est-à-dire que souvent, j'avais peur comme clinicien, en fait. Puis, je me disais, c'est fou comment c'est une manière de communiquer dont on ne parle pas beaucoup, mais quand on ne peut pas tolérer une émotion, une des façons de la communiquer, c'est de la faire vivre à l'autre. Donc, souvent en thérapie, c'est une des façons pour les psys de comprendre ce qui se passe. Quand on parle d'analyse, du compte-transfert ou tout ça, là, c'est qu'est-ce que moi je vis, puis c'est peut-être quelque chose que cette personne-là essaye de me transmettre inconsciemment, sans le savoir. Et donc, dans l'expérience de la psychose, moi, l'idée que j'avais peur, c'était toujours ma première porte d'entrée. J'avais un frisson ou une terreur que je ne connaissais pas, qui m'était vraiment déposée en moi. Donc, peut-être que je peux te lancer là-dessus, sur cette idée de la peur qui nous force à sortir aussi de moi et ensuite de déposer ça soit chez quelqu'un dans le transfert ou dans une projection ou, tu sais, au fond, c'est une sortie de soi, puis c'est un exil aussi de soi, la psychose, puis peut-être juste ce grand thème-là de la peur et de la fuite, en fait, que ça provoque. OK. Alors, j'en ai d'autres. Petite question simple. Hein? Mais, OK, je vais prendre une voie, là. OK? Ouais, je vais commencer par, moi aussi, j'ai appris que la psychose faisait peur et que ça provoquait ça. Mais au moment où je m'en suis le plus rendu compte, je comprenais pas, okay, cette chose-là. C'est pas ça que j'avais appris. J'avais appris que les gens, ils sont en dehors de la réalité, qui ont des délires, ils hallucinent, ils entendent des voix, ils parlent avec leur voix. Donc des comportements là, assez faciles à voir. Puis ça, c'était expliqué de toutes sortes de façons. Là. Puis moi, j'étais un bon étudiant, j'avais bien appris mes leçons. Puis dans la vraie vie, c'était pas exactement ça. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à me demander comment ça se fait que ce que j'ai appris, c'est pas tout à fait ça. Puis qu'est-ce qui pourrait bien être ça? Pas le ça de Freud, là, cette chose-là, c'est bon. Bon. Mais donc j'ai commencé cette idée-là. Comment ça se fait que tout le monde a peur? Bon. Mon immersion dans le livre, il commence avec ça, là. Mon immersion dans le monde de la folie, ça commence à l'unité 403 de l'hôpital Louis-H. Lafontaine. Puis, je suis le médecin, le nouveau médecin de 37 personnes qui vivent là depuis 20, 30, 40 ans. Puis, ils ont tous le même diagnostic de schizophrénie. Il y avait 2, 3 qui avaient un diagnostic de maladie bipolaire, mais c'était pas à la mode à l'époque. Mais les autres, ils ont un diagnostic de schizophrénie. Puis, de façon évidente, là, malgré une très lourde médication, ils ont peur. Puis ils font des crises qu'on ne sait pas d'où ça sort. C'est là que j'ai commencé à me casser la tête. Puis ça ne marchait pas, là. Bon. Quand je les rencontrais, au début, là, ils ne restaient pas assez longtemps dans mon bureau pour que j'aie peur. Il n'y avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui s'assoit devant eux.
Puis ça m'a pris des mois à réaliser que ben ils se sauvent parce qu'ils ont peur. OK? Puis ils ont peur de quoi? Ça peut être de moi. Bon, je ne dois pas être si dangereux que ça, là. En tout cas, je me faisais cette illusion-là. Mais il y avait quand même peur de ce qui était projeté sur moi. Bon, mais ça m'a pris du temps. Moi, je ne suis pas vite comme toi, là, fait que ça m'a pris du temps à réaliser ça. OK? Bon. Et c'est mes expériences de peur qui sont venues, bon, les années suivantes, qui m'ont amené à me questionner. Puis, bon, je suis allé fouiller dans des livres, là, parce que, ben, pas dans les mêmes, là, pas dans les livres en psychiatrie, là. Bon, c'était beaucoup Bion qui m'a inspiré, là, Wilfred Bion. C'est là que j'ai trouvé le plus de réponses. Sauf que j'avais déjà lu Bion à ce moment-là, mais je n'avais pas compris. Et là, je l'ai relu avec cette interrogation-là. C'est quoi qui sort du patient, là? C'est quoi ces éléments bêta? Bion, il appelle ça les éléments bêta. Moi, OK, donc des affaires non assimilables, là. Mais j'avais lu ça, j'avais trouvé ça cute, mais je n'avais pas compris. Puis là, j'ai vu que c'était les éléments non assimilables. Bon. Dans le livre, là, j'ai décrit une expérience très, très troublante qui est vraie, là, d'une terreur très difficile à décrire, là, mais en tout cas, je l'ai décrit le mieux que j'ai pu dans le livre, parce que c'est vraiment un moment tournant là, pour moi de dire, là, je deviens ce que lui ne peut pas être. Un petit garçon terrifié, là. Ben, c'est troublant, là. OK? Ça m'a beaucoup troublé, mais ça m'a mis sur une piste bien, bien intéressante. Bon. Puis ça, c'était en 1998, probablement, là. Aux soins intensifs, n'est-ce pas, Jocelyne? C'est arrivé là, ça. Cette expérience de terreur. Bon, tu fais la qualité. D'ailleurs, il y a un exemple dans ton livre d'une femme qui hallucine une petite fille terrifiée au bout de son lit. Puis pour moi, c'était probablement l'image la plus simple, la plus condensée de ce que peut être la psychose. C'est-à-dire que cette petite fille terrifiée, je ne peux pas la porter en moi, je l'hallucine en avant de mon lit. Puis ça, pour moi, tous les mécanismes sont là. Puis tu parlais de Bion tout à l'heure, peut-être qu'on peut l'expliquer aux gens ici, c'est-à-dire toute l'idée aussi de la contenance, du holding. C'est comme une espèce de gros câlin, au fond, qui manque à la psychose, puis physiquement aussi de contenir, de donner des limites. Hein, c'est ça aussi, un câlin, puis aimer, puis rassurer. Puis je pense que toi qui as passé beaucoup de temps, c'est ça qui est beau dans ton livre. Je pense que tu as passé beaucoup de temps avec les psychotiques, puis souvent les gens ne les connaissent pas de près. Puis ce qui est très beau, c'est que tu nous amènes proche d'eux avec un langage aussi qui nous ressemble. Tout le monde a peur. Puis ça, c'est la grosse force de ton livre qui ressemble à ce que Freud a fait en disant on a tous des pulsions, on a tous un inconscient. Puis toi, tu nous dis on a tous peur et puis on a tous besoin de ce dont les psychotiques ont besoin. C'est donc ça, merci pour ça, ça fait beaucoup de bien. Puis peut-être tu peux nous parler un peu plus justement de ton expérience de côtoyer la psychose puis de la suivre, parce que aussi c'est ça qui est rare, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont la diagnostiquer, mais de là à l'accompagner, je dirais, c'est une autre expérience. Puis toi, tu as quand même accompagné, on le voit dans le livre, des gens pour connaître leur peur et pas seulement. Parce que la façon de traiter la peur aussi chez les soignants et dans le système, c'est de rester loin au fond de la peur. Hein. Toi, tu es allé proche. Tu peux peut-être nous parler de ça? OK, bien, je vais le dire encore une fois, là, je vais le dire autrement. Il y a des gens qui ont finalement, j'ai le mot-clé, finalement toléré d'être proche de moi. Mais c'est bien important, là. Finalement, là, OK? C'est pas... j'ai pas de qualité particulière, là. Je suis patient. Pas vraiment. Persévérant. C'est mieux. OK? Je suis persévérant. Donc, il faut être très persévérant
et comprendre que l'autre ne peut pas qu'il ne veut pas, là, ne peut pas me laisser approcher parce que moi, pour l'autre, ben, je suis un danger. Peut-être que j'en suis pas un, mais c'est perçu comme tel. Okay? Puis, bon, alors, ça prend un processus quand même assez intense, là. Pas nécessairement long. J'insiste là-dessus, là. C'est pas vrai que c'est nécessairement long, mais il faut quand même prendre le temps de. Je suis bien convaincu, après toutes ces années, que l'élément, un élément très, très important, c'est deux humains qui sont dans quelque chose d'équivalent. Donc, il y a quelqu'un qui a peur, qui me voit comme un persécuteur ou un danger. OK? Est-ce que moi, Daniel Bordelot, est-ce que moi, j'ai l'équivalent de ça dans ma vie? C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à trouver, mais on peut le trouver. Puis l'idée, comme je le mentionne dans le livre, c'est pas l'idée de devenir psychotique, mais les équivalences où moi j'ai eu peur, où moi je me sens persécuté. Comme là, il y a plein de monde qui me regarde, là. C'est quand même, c'est quand même pas facile, là, tu sais. Mais je pourrais élaborer que vous êtes des méchants, OK, parce que moi, je suis en bas, là, puis, OK, parce que je suis nerveux, puis projeter sur vous autres que vous êtes des méchants qui allez me rentrer dedans. C'est bon, je pourrais. C'est optionnel. C'est bon. Donc, ça va? Et donc, c'est ce genre d'expérience. Si je l'approfondis, si je le traite en surface, ben j'ai eu peur, mais bon, c'est pas grave, là. Ah, il y a quelqu'un qui criait dans le métro, puis j'ai eu tellement peur. Bon, puis je peux balayer ça du revers de la main, puis c'est peut-être approprié des fois. Mais pour être capable de rencontrer, puis d'approcher quelqu'un, et que l'autre se laisse approcher, c'est l'élément le plus important, que l'autre se laisse approcher, puis ça... malgré ma grande puissance de thérapeute, ben j'ai zéro pouvoir là-dessus. Il faut que je sois conséquent avec ça, j'ai zéro pouvoir là-dessus, mais ça se peut qu'à un moment donné, je sente que, ça circule entre nous. Mais ça, j'ai pas de mesure objective de ça, là, c'est une mesure subjective. Mais avec un peu de pratique, on peut y arriver. Et là, ben, on est proche. C'est quand même bien particulier, ça, parce que quand on se sent proche de quelqu'un qui se défend, comme on le décrit à ce moment, et que si on le nomme, il va reculer. Puis je vous jure, ça recule. C'est bon. Parce que c'est là, moi je le sens, mais bon, quand est-ce que c'est le temps de le nommer? Bon. Mais en même temps, il faut le nommer à un moment donné pour que l'autre apprivoise la situation. Parce que là, il s'est laissé approcher, mais il ne s'en est pas rendu compte. Ça va? Puis, donc, on va le nommer, puis là, on va voir que l'autre recule. Bon, ça me dit, bien, c'est plate, l'autre recule, mais ça me dit aussi, je suis à la bonne place. C'est, OK, on est dans, quand je perçois qu'il a peur, c'est vrai, puis je le vois parce qu'il recule. Bon, parce que dans la réponse de peur, il y a freeze en français. Figer, fuir, ou foncer. J'ai gardé les F là, de freeze, flight. OK. Mais c'est ça. Mais foncer, c'est rare. C'est de ça qu'on a le plus peur. C'est vrai. Alors que c'est une rareté. Ouais. Puis si on comprend bien comment ça marche, là, je vais un peu vendre le livre quand même. Bon, on est là pour ça. Chapitre 2, il parle rien que de ça. Là. Tout un chapitre sur c'est quoi les fondements de la réponse de peur. Pas la peur. La peur, c'est quasiment un détail là-dedans. Là. C'est le 7e élément. Mais la réponse de peur. Toute la mécanique qui est derrière ça. Puis qu'est-ce qui est. Bon. Et quand on comprend cette base-là, bien, on peut approcher, se laisser approcher, reculer, jouer avec ça. Là. OK? Bon, regardez, moi, depuis quelques années, je travaille en visio, là, pour toutes sortes de raisons. Ça a commencé avec la pandémie, mais avec les patients paranoïaques, là, en visio, là, OK? Mais je peux leur dire, vous savez, là, si vous avez peur, là, vous avez juste à fermer
Vous cliquez sur quitter, puis je disparais. Ça donne, bon. Dans mon bureau, c'était beaucoup plus compliqué parce que dans mon bureau, quand je voyais que les gens avaient peur, je disais, bon, là, je me reculais, puis je disais, est-ce que cette distance-là est correcte? On pouvait trouver la distance acceptable, tolérable serait mieux. Mais bon, on pouvait faire ça, mais c'est bon. Alors que, pouf, on ferme le laptop ou bon, il n'y a jamais un patient qui l'a fait. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. C'est quand même intéressant, ça. Puis on parle de gens là, qui ont extrêmement peur, puis qui sont cachés, puis qui, bon... Oui, puis tu nous parles aussi de comment les soignants doivent constamment aussi faire attention à leur propre peur. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, d'ailleurs, de réponses à la peur chez les soignants de foncer, d'attaquer le patient, mais il y a beaucoup de fuites, de réponses de fuite, c'est-à-dire que, puis là, tu nous donnes plein de mécanismes de défense, on peut faire du clivage, c'est-à-dire qu'on sépare les patients des soignants, puis on sépare la folie de la normalité. Il y a aussi la défense par certitude, dont tu parles beaucoup dans ton livre, mais ça peut être ça aussi chez les psys. On peut être sûr de notre affaire, puis ça, puis socialement aussi, on peut faire ça. Puis tu nous donnes plein de mécanismes, puis au fond, de voir que ce qui n'est pas capable d'être assimilé chez le patient, il faut essayer, nous, d'en faire quelque chose, hein, du alpha avec du bêta, comme tu dis, et il faut être capable de le contenir et de ne pas le fuir, nous. Puis c'est à peu près notre seul rôle, hein, et puis de survivre, comme on dit, au fond, à tout ça. Puis le mot peur arrive au mot survie, puis comme tu dis au chapitre 2, justement, tu nous parles, entre autres, de toute une neuropsychologie des réponses de peur. Puis ça, c'est original dans ton livre, le pont, parce que tu es psychiatre aussi, parce que tu as réussi à penser ça de façon nuancée, parce qu'au fond, la réponse à la peur, c'est la nuance, si on est capable de ne pas aller dans les clivages puis la certitude. Et là, je t'amène à nous parler de ta vision très nuancée et je dirais donc audacieuse de ton rapport à la médication. C'est-à-dire que c'est une des grosses forces dans ton livre d'être capable d'être nuancé par rapport à cette question-là, alors que dans le milieu et dans la population, ça provoque des réponses de peur et on est souvent dans le clivage, dans ces visions-là. Soit on est contre, soit on est pour. Et toi, tu amènes tout simplement une réponse intelligente. Parce qu'au fond, l'intelligence arrive quand on dépasse la peur en général. Et peut-être que j'aimerais que tu nous donnes un exemple de ta vision nuancée justement de l'utilisation des neuroleptiques, par exemple, avec la psychose. Oh boy. Il me pose des questions faciles. Hein? C'est dur de sortir un livre, hein? Bon, mais là, avec l'introduction que tu viens mettre, il faut que je sois nuancé, hein? C'est ça? Ah, OK, c'est bon. Alors, oui, on peut ne pas être, on va commencer par l'inverse, on peut ne pas être nuancé et dire, tiens, ouais, ça, c'est une affaire là, sur laquelle j'insiste beaucoup dans le livre. Bon. OK. Les neuroleptiques sont nés la même année que moi, en 1952. Ça vous donne mon âge, hein? Ça fait quand même un certain temps. Là, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, là. Il y a un résumé dans le livre. Maintenant, en 63, les neuroleptiques ont été appelés antipsychotiques. Et pourquoi en 52 c'était des neuroleptiques, puis en 63 c'est devenu des antipsychotiques? Parce qu'on donne ces médicaments-là aux patients psychotiques. Mais les médicaments en question n'ont jamais, et c'est encore vrai, j'espère que Philippe va être d'accord, été antipsychotiques. On le donne aux psychotiques. Et ça les calme. Ça, c'est les premières observations qui ont été faites avec les neuroleptiques. C'est Simone Courvoisier qui les a faites, là, avec des souris de laboratoire qui devenaient indifférentes, puis les souris ne réagissaient pas. OK, il devenait... Bon, bref, vous lirez. C'est dans le chapitre 5. Bon. Mais, à partir du moment où on nomme ça antipsychotique, donc il y a quelqu'un qui est psychotique, clivage, et on a un médicament antipsychotique, alors ça va de soi qu'on va lui donner un antipsychotique. Le problème que je viens de mentionner, c'est que c'est pas antipsychotique. C'est un tranquillisant. Aux États-Unis, ils ont appelé ça tranquillisant majeur pendant très longtemps.
C'est donc un tranquillisant. Mais pas uniquement, là, il y a d'autres formes de tranquillisants. Là, j'embarque pas dans ces nuances-là. Là, on n'est pas ici pour ça. Vous pouvez demander à Philippe, là, il va vous nuancer ça. Beaucoup mieux que moi. Mais, OK, donc on est avec un médicament qui a un effet tranquillisant, qui a des effets spécifiques. Mais on balaye ça et on dit antipsychotique. Et une des conséquences de ça, c'est le raisonnement simpliste, là, où on dit, bon, ben, il est psychotique, on lui donne un antipsychotique, puis voilà, c'est ça le traitement. Puis, ben, non. En chirurgie, là, si je vais me faire opérer, là, OK? Bon, si je vais me faire opérer, ben l'anesthésiste, il va m'endormir, il va me donner toutes sortes d'affaires. Puis il n'y a pas personne ici qui va penser que le traitement, c'est l'anesthésie. Le traitement, c'est la chirurgie. Mais c'est bien utile d'avoir un anesthésiste qui t'endort puis qui t'enlève tes perceptions douloureuses pour pouvoir procéder à la chose. Tranquilliser quelqu'un qui a immensément peur, ben c'est une maudite bonne idée. Mais ce n'est pas le traitement. C'est pour pouvoir favoriser cette connexion-là. Mais si on utilise le médicament pour, soi-disant, enlever la psychose, bon, ceci étant dit, une autre petite nuance, un patient qui n'a jamais eu de psychose, qui fait une première bouffée délirante, etc., va probablement perdre son délire là, 2 jours avec les neuroleptiques. Mais est-ce que c'est antipsychotique pour cette raison-là? Ma réponse, c'est non. Parce qu'on a juste calmé sa réponse de peur, qui n'est pas bien installée. C'est la première fois que le circuit neurologique qui va se développer en force de se répéter. Bon, ceux qui ont un peu d'expérience avec les patients névrotiques ou psychotiques, ils savent que les choses se répètent. Bon, c'est bon. Mais plus on répète, bien plus le réseau neurologique se développe, puis il devient bien efficace. C'est ça qu'on a appelé la toxicité de la psychose. Mon interprétation de la toxicité de la psychose est le fait que ça se répète. On n'a pas pu démontrer que la psychose était toxique. Ça, c'est M. Richard Wyatt qui a lancé ça dans les années 90, là, puis qui a été bien publicisé par Patrick McGorry. Il y a beaucoup de charisme, le monsieur. Ça a marché bien fort, ça marche encore très fort, mais c'est quand même pas vrai. Sans être complètement faux. C'est vrai que c'est toxique. Okay, quand ça roule, quand la réponse automatique arrive tout le temps la même, toujours le même délire, ben c'est assez toxique pour la vie de quelqu'un, là. Bon. Mais c'est pas une toxicité comme si j'avale des produits qui n'ont pas d'allure, là. Donc, bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui, ce serait long de développer tout ça, mais on est satisfait là, pour ce soir. Puis j'enchaînerai peut-être avec une question non préparée et spontanée. Toi, est-ce que tu avais des peurs en sortant ce livre-là ou en l'écrivant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur dans cette expérience-là? Oui. Ah oui. Oui. OK. Là, on va aller dans mon analyse personnelle. Je vais regarder le budget, là, mais bon. Ouais, mais tout le long, eh ben, c'est mon 3e livre, puis c'était même les 2 autres avant aussi, là. En fait, bon, j'ai eu et j'ai encore la prétention de prétendre connaître quelque chose là-dessus. Ça va pour la prétention? Puis l'autre bord, ben, j'ai l'humilité de dire que c'est juste ça. Bon. Alors la peur, pendant que j'écrivais, là, c'est cette bataille-là. Puis, je vous jure, c'est rough. Okay? Parce que ça nous habite, ça m'habite, je ne sais pas pour toi, mais c'est tout le temps là. Okay? Cette bataille, okay? C'est ça que j'ai à dire. Ah oui, OK, bon. Puis l'autre bord qui dit, ouais, pour qui tu te prends? Puis cette tension-là, là, OK, ça finit par
créer une réponse de peur, tu t'installes devant ton affaire, puis là, ça te pogne. Faut que tu sais, il n'y a pas de danger, là, je suis devant mon écran, là, mais ça pogne parce que j'anticipe, ça, on est dans les mécanismes anxieux, là, j'anticipe que ça va me pogner tantôt, là, Puis bon, mais... C'est tellement intéressant parce que c'est fou comment on se voit pas comme on est en fait en général quand on a peur, parce que ce qui ressort le plus de ton livre, c'est ton humilité justement, parce que c'est vraiment un livre de clinicien qui est à l'écoute de l'autre, et tu fais ce livre-là pas pour toi. C'est pas un livre de quelqu'un qui veut se faire un nom avec un concept, là, le concept Daniel Bordelot ou l'école Daniel Bordelot de psychanalyse. C'est pas du tout ça. Même que tu es très libre par rapport aux écoles de la psychanalyse, même si tu as une forte empreinte jungienne, tu navigues à travers plein d'auteurs de façon très libre. Et aussi, tu as une pédagogie naturelle. Je pense qu'on le voit au micro, mais à la plume aussi, c'est très, très évident. C'est pour ça que ce livre-là m'a tant parlé, c'est que c'est vraiment une première porte. Je pense que c'est un livre qui peut avoir une longue vie parce que j'en connais pas d'équivalent. Tu arrives en psycho ou en psychiatrie ou même carrément tous ceux qui s'intéressent à la folie, que ce soit dans leur vie personnelle, par exemple. On connaît tous quelqu'un qui a été hospitalisé. Je pense que tout le monde peut être curieux. Puis c'est vraiment une porte d'entrée où, parce que tu as cette humilité-là, tu t'enfarges pas justement dans... il y a beaucoup de narcissisme aussi dans la façon dont on parle de la folie. Souvent, si on va rendre ça opaque, on va montrer aux gens qu'il faut qu'ils aient lu pendant 25 ans avant de comprendre quelque chose. Alors que toi, on rentre tout de suite, puis tu nous fais beaucoup d'études de cas. Puis aussi, ta façon de nous l'expliquer, tu prends des mots... justement comme peur, comme réaction à la peur, etc. C'est du langage de tous les jours, un peu comme Freud faisait. Puis peut-être que, moi je te dirais ça, c'est intéressant de voir que ta part justement, c'est d'exister toi, ou que d'avoir de l'attention, ou que les projecteurs soient sur toi, ou tout ça. Puis c'est là qu'on voit que chacun a des peurs différentes. Puis c'est pour ça que j'aime ça, publier des psys justement qui finalement, la caméra se retourne ou la lumière se retourne, puis chacun a à vivre avec... il y a peut-être des auteurs que ça leur ferait du bien d'écouter d'autres gens. Chacun doit changer de chaise, en fait. Mm-hmm. C'est un peu ça que je veux dire. Puis ça, comment tu le vivais avec eux, avec les patients? Est-ce que des fois, tu avais l'impression, justement, que c'est nécessaire, ce changement de chaise-là? Tu parles du guérisseur blessé dans ton livre. Est-ce que tu as l'impression que des fois, c'est bon que les patients puissent voir qu'on a un peu peur, que là, ça les grandit, de voir qu'ils peuvent aussi un peu, quelque part, que ce ne soit pas un clivage, que moi, je suis tout le temps fort, puis toi, tu es tout le temps faible. Est-ce que tu as vécu cette histoire-là? Oui. C'est la réponse courte, là, mais beaucoup, 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 là. OK? Puis ça, c'est très important dans... le dévoilement, là, c'est le thème du dévoilement en thérapie, là. Bon, il y a du dévoilement qui est utile. Bon, il y a une zone grise, là, jusqu'où on va. Bon, mais l'idée de ne pas avoir de dévoilement, pas nécessairement un dévoilement explicite, mais on peut faire des allusions qui permettent à quelqu'un de comprendre, je sais de quoi on parle, ce que vous vivez. Je suis passé par là. Ah oui, c'était quand? Ça, c'est mes affaires, pas les vôtres. Mais bon, c'est fondamental. Puis, s'il y a un endroit au monde où c'est pas le temps de mentir, c'est là, dans ce temps-là. Quand je dis à quelqu'un, là, je sais de quoi on parle, il faut que ce soit vrai. Ça veut dire que j'ai trouvé l'équivalent en moi, là. Ouais. Puis, en général, avec la pratique, je les trouve plus facilement, là, mais en général, là, je suis en train de vibrer à ça, là, à ce que ça m'a fait dans des circonstances semblables. Puis, alors c'est dans la pièce. OK? Il y a quelqu'un qui le sait, c'est moi. L'autre ne le sait pas, mais c'est dans la pièce. Donc, ça se communique parce que on appelle ça l'identification projective, là. Puis dans le chapitre 4, OK, c'est la ligne numéro 6, la connexion entre l'inconscient de l'un avec l'inconscient de l'autre. Alors, moi, il y a une communication.
Et dans les livres, on parle de la communication de l'inconscient du patient vers celui du thérapeute, mais ça va de l'autre bord. C'est deux humains assis ensemble, puis ça va des deux côtés. Alors, c'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que ça va de l'autre bord aussi, puis ils le savent, ça va des deux bords. Donc, ça va des deux bords. Mais le bon va de l'autre bord aussi, c'est ça. C'est oui. qu'on a peur du toxique de l'autre. Exactement. Mais ce qui est beau aussi dans ton livre, c'est comment, peut-être, tu me diras si je me trompe, mais la qualité de présence, au fond, c'est peut-être ce qui nous rassure le plus. C'est quelqu'un qui... Puis là, c'est un gros mot, la qualité de présence, mais tu comprends à quoi je fais allusion. C'est le bon mot. C'est la bonne expression. Dans mes cours, j'ai enseigné ça pendant 20 ans. Là. Alors, okay. La qualité de présence, on passait beaucoup d'heures là-dessus. Là. OK, bon. Mais c'est difficile à définir précisément. Mais on arrive à voir la qualité de présence. Puis on peut sentir qu'on a été adéquatement présent ou inadéquatement présent. Et les deux sont tout aussi importants. Okay? Comprendre que je suis dans un niveau de présence inadéquat. Ça me dit quoi de moi, ça me dit quoi de l'autre. OK, bon. Bon, mettons là, on est des psys, là, OK, on parle. Mettons que je me mets à m'endormir avec ce patient-là, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est endormant? Bon, peut-être. C'est moi qui résiste? Ça se peut. Ou il n'est pas tout à fait là. Sa qualité de présence n'est pas là. Et ça ne m'intéresse pas ces affaires qu'il me dit. Pourtant, il est disert, puis qu'il parle bien. Bon. Puis moi, je m'endors. Bon. Puis là, ben, c'est moi qui m'endors parce que c'est dans mes résistances. Bon, ben, j'écoute. Mais... Oui, ça peut être un message à l'autre de dire « t'es pas là ». Ben oui. T'es pas là. C'est ça. Alors, donc je reçois cette affaire-là, il n'est pas là. Alors, la question après, c'est bon, qu'est-ce qui fait que lui, il n'est pas là maintenant? Bon, alors, qu'est-ce qu'on parlait avant qu'il s'en aille? Mais, pas toujours facile, ça, mais on est avec la qualité, là. Mais, donc, la mauvaise qualité de mon écoute me renseigne soit sur moi, soit sur l'autre. Bon. Puis, ben, c'est tout ce jeu-là, là, où est-ce que... Bon, tantôt, par exemple, tu as mentionné la psychanalyse. Les psychanalystes, ben, j'en cite quand même pas mal, mais je cite aussi beaucoup de behavioristes, de cognitivo-comportemental. Bon, okay, parce que ces gens-là, ils ont le même objet d'étude que nous, là. OK? Bon, évidemment, moi, mes références par rapport à la psychose dans le livre, mais ces gens-là, ils se cassent la tête, mais ils ne rentrent pas par la même porte. Mais bon, pourquoi celle-là serait meilleure que l'autre? Bon, je ne sais pas c'est quoi la meilleure porte, okay? Mais c'est en tournant autour. Ben d'ailleurs, s'il y a une qualité de présence, c'est peut-être ça la porte la plus importante, peu importe l'allégeance, je dirais, théorique, c'est quand même... Parce que, tu sais, c'est drôle que ça ait dérivé vers là, notre discussion, parce que souvent, ce qu'on va dire de quelqu'un qu'on connaît qui est en psychose, par exemple, on va dire « il n'est plus là ». Ouais. Il n'est plus là. C'est intéressant quand même, ça veut dire qu'il n'est plus capable d'être dans cette qualité de présence avec les gens, puis la peur fait qu'on n'est plus là. On s'en va, puis c'est carrément ce qu'on voit dans ton livre aussi, c'est on quitte notre maison psychique, en fait. On n'est plus là. Puis tu vois, je savais pas qu'on irait vers ce type de langage-là, mais ça ressemble à les séances, justement, où un mot comme présence nous fait aller un peu partout. Puis au fond, c'est très difficile dans la vie d'être présent, dans nos relations, mais c'est très difficile d'être psy puis de rester présent. En fait, c'est un combat. Toutes les séances, toute notre vie, c'est un combat contre nos propres peurs. Qu'est-ce qui fait que... Puis on peut très bien pratiquer sans être là. Puis on peut vivre sans être là. C'est ça que la psychose nous dit aussi. C'est quand même épeurant. Et donc, être là, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est pas quelque chose qui est donné pour l'être humain. Ça se travaille, c'est ça. Et à l'intérieur de ce travail-là, bon, c'est ça. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Là, je vous dis d'avance, si vous voulez le lire, mais c'est cette notion d'équilibre, là. OK? Puis qu'on n'a pas dans le modèle biomédical actuel, à savoir, parce que là, c'est une maladie, puis il faut la soigner, là. On ne s'occupe pas de l'équilibre. Or, en médecine, là, puis en psychologie, on s'occupe de l'équilibre. Partout, là. Mais le psychotique, lui, ben, il n'est
pas là, il est fou, j'ai pas de succès avec ça. Bon, alors puis de toute façon, il comprend rien, il est toujours en train de délirer. Bon, alors, mais c'est un défi intéressant quand même de dire, bon, cette personne-là est un déséquilibré. Ça, pas de doute. C'est un des termes qu'on a pour le fou, là. Bon, c'est un déséquilibré. Bon, ben donc, s'il est déséquilibré, on pourrait essayer de favoriser l'équilibre. Est-ce qu'il veut? La réponse est non. Est-ce qu'on peut y offrir? La réponse est oui. La mienne, en tout cas. OK. Maintenant, ça ne va pas se faire par miracle. Là. Pour les miracles, c'est l'oratoire. Puis, il paraît qu'il y en a eu, mais bon, il n'y a pas de garantie. Mais il n'y a pas plus de garantie dans nos bureaux qu'on va arriver à un parfait équilibre. Puis le mot parfait est pas... c'est une bonne idée de ne pas avoir cette illusion. Avoir l'humilité, ça n'arrivera pas, là. Mais ramener quelqu'un à l'équilibre, bon, c'est pas moi qui va le ramener, c'est la relation avec l'autre. C'est donc pas l'autre, c'est pas moi, c'est la relation. Mais là, on arrive encore dans l'humilité. C'est de ce pas moi. Mais si moi, je ne suis pas là, puis que je ne fais pas ce travail-là, bien, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, bien, hurrah, la relation a donné quelque chose. Hurrah. Bon. Remarquez que... OK. Je vais dans le même affaire. Donc, il y a quelqu'un qui est en déséquilibre parce qu'il y a quelque chose. Bon, ça, c'est la thèse du livre, là. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui est projeté à l'extérieur. Si on prend un exemple là, un peu gros, là. Bon. Il y a... Bon, je vais rester, mettons, avec Adrien. Il y a de la... Adrien, c'est le premier personnage là, qu'on accompagne. Et bon... Mais d'un point de vue pédagogique, c'est mon préféré. Okay? Parce que on rencontre Adrien, bon, etc. Là, et dans chaque chapitre, on apprend quelque chose sur Adrien, puis là, ce qu'on apprend dans le chapitre nous permet de voir comment on va comprendre Adrien. Pour le prof que je suis, là, c'est vraiment mon préféré, ça. Alors, je vais le prendre. OK. Alors, Adrien, il est gentil. Son identification, c'est d'être gentil. Mais quand il s'approche du pas gentil, donc de l'agressivité, violence, quelque chose qui serait de cet ordre-là, bien, il se défend. Puis comme n'importe qui, il se défend en se sauvant. OK? Si moi je me mets à avoir peur de vous autres, là, je vais me sauver. OK? Okay. C'est ça la réponse de peur. Très résumé, là, mais c'est beau. Mais si on arrive proche, si on s'approche de l'agressivité en lui, ben il va sauver. C'est ça son mécanisme, là. OK? Donc, il va sauver, il va avoir des manifestations qu'on va qualifier de paranoïdes, qu'on va qualifier de toutes sortes d'affaires. Puis, dans le modèle biomédical qui règne actuellement, ben ça, c'est une rechute. C'est donc un défaut. Le docteur n'a pas bien fait sa job, ou la psychologue n'a pas bien fait sa job. Il y a une rechute. OK? Mais la rechute, c'est ça, ce qui est appelé rechute, là, c'est ça qui nous dit qu'on est à la bonne place. Parce que c'est à ça que lui réagit. Pas à autre chose, à ça. Et bon, donc il y a une projection de l'agressivité d'Adrien sur Sylvain dans le livre. Bon, mais et là, il y a un comportement inacceptable dans un hôpital, donc il est fou, il faut y taper dessus, là, parce que, bon. Or, on est à la bonne place, on sait de quoi il a peur, parce que c'est sorti. Grâce, pas à cause, grâce à cette chose qu'on appelle psychose. Mais ça nous met dans une situation pas évidente. OK? Bon, je vais rester dans les... j'ai un autre exemple, mais donc quand on arrive
dans le travail avec quelqu'un, on approfondit, on arrive vers l'intérieur, puis on touche à qu'est-ce qui est le problème de cette personne-là, bien, ça déclenche des manifestations psychotiques ou hypomanie ou manie, bon, OK? Mais ça nous dit qu'on est à la bonne place. Mais en principe, donc, on a mal fait notre job alors que je suis en train de bien la faire. Bon. Est-ce que la personne va être capable, maintenant que c'est sorti, d'aller là-dedans? Bon, c'est là où l'apprivoisement arrive, parce que ça provoque la peur, puis la personne ne veut pas aller là. Bon, puis on peut bien y enlever sa peur. Puis les neuroleptiques ont cet effet-là. Bon, good. Mais est-ce qu'on l'aide? Oui, pour calmer, mais non si on en fait un zombie. C'est ça. Alors, c'est cette affaire-là que j'ai essayé de nuancer là, dans... Mais ça, c'est tout le livre. Là. C'est tout le livre. Mais c'est tout ce problème-là. Mm-hmm. Hein, je vous dis d'avance, pour les miracles, là, le livre, là, c'est pas un livre de miracles. Ça ne dit pas quoi faire puis comment le faire. Ben, ça dit quand même quelque ça nous donne vraiment un chemin. Mais oui, c'est un chemin, mais pas un chemin miraculeux. Non, tout à fait. Puis je sens une qualité de présence, que j'en profite pour poser une autre question avant qu'on vous passe la parole, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions à te poser ou des commentaires à faire. Parce que ce qui est bien aussi dans ton livre, c'est que d'une part, tu nous montres à quel point justement ils quittent la maison psychique, puis on essaie de leur dire « reviens ». T'sais, on dit souvent ça, il n'est plus là, il est parti, on va le faire revenir d'une certaine façon. Mais comme tu dis, si eux, ils voient qu'il y a un dragon dans la maison, ils vont dire « moi, je ne retourne pas là ». Exactement. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, peut-être qu'on les a aidés à les anesthésier en restant à l'extérieur de la maison, mais notre but, c'est quand même qu'ils reviennent à la maison d'une certaine façon. Puis ça, il faut leur tenir la main, il faut leur montrer qu'il n'y a peut-être pas de dragon, que nous-mêmes, dans notre maison, il y a peut-être, en tout cas, qu'on est capable de vivre avec ce dragon-là, c'est peut-être la meilleure façon de le dire. Puis, bref, il y a toute cette idée de revenir à la maison. Mais dans ton livre, ce que j'ai particulièrement aussi aimé, c'est que tu prends aussi une des forces de la psychose, c'est-à-dire pas seulement le côté, justement, qu'il faut soigner, mais ce que la psychose a à nous enseigner, c'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de la maison. Et là, je parle de la maison, là, je parlais des écoles de psychanalyse tantôt, mais tu vas plus loin que ça. Et ça, c'est ton côté jungien qui m'a bien impressionné, la maison occidentale. C'est-à-dire qu'il y a même un côté où tu te dis, on va laisser faire le clivage Occident-Orient, puis tu es même capable d'aller t'inspirer de pratiques orientales et de philosophie et de spiritualité orientale. Puis j'ai dit, oh, là, tu es capable d'aller là, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas te maintenir dans le clivage de la raison occidentale et de tout ce qu'on est ça. Puis j'ai beaucoup apprécié que, parce qu'il y a beaucoup le thème de la religion aussi dans la psychose, ça revient souvent. Mais ça revient moins souvent du côté des psys. C'est-à-dire qu'on a peur d'aller dans ces questions-là, on a peur d'aller se dire les autres traditions, qu'est-ce qu'ils pensent de la folie, qu'est-ce qu'ils pensent de l'humain. Et toi, tu te risques, là, puis tu nous dis... puis Jung le fait, il s'est fait critiquer pour le faire d'ailleurs, mais je pense que c'est intéressant que ton livre nous amène en disant jusqu'à quel point est-ce que les critiques qu'on fait de ça, c'est juste parce qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas ça, en fait, finalement, l'Orient, puis toutes ces questions-là de spiritualité. C'est ce que je pense. Oui, je t'ai bien mis la table. Oui, c'est ce que je pense, puis bon, et j'ai quand même fait un effort, là, on va appeler ça de même, mais ça c'est mon côté de prof, là, d'articuler, là. Bon, en Orient, ils disent ça de même, puis en Occident, on dit ça de même, mais on dit la même affaire avec des mots différents. Bon. Puis ça, c'est une affaire qui revient souvent dans le livre, parce que tout le monde dit les mêmes affaires à peu près, mais avec des mots différents, puis on dit « Ah, c'est moi qui ai raison, parce que j'ai bu le mon beau, ben c'est bon. » Mais bon, ça va, on a besoin de ça des fois, mais c'est pas nécessairement la meilleure idée. Bon. Le retour dans la maison. Mais si on retourne dans la maison, je garde ton image là, comme avant, ben, cette crise psychotique-là a servi à rien. Puis c'est épouvantable, ça. De mon point de vue, c'est épouvantable. Qu'elle ne soit pas profitable, ça n'a pas de bon sens.
y a quelqu'un qui a fait une crise psychotique, mais j'ai dit la même affaire avec une dépression. Il y a quelqu'un qui fait une dépression sévère et que c'est sûr qu'il nous a demandé, là, je veux revenir comme avant, bien là, ça veut dire que vous avez tout fait ça pour rien, là. Ça n'a pas de bon sens, là. OK? Bon. Alors, l'objectif, c'est pas de revenir comme avant, mais il y a quelque chose qui est sorti de vous, que vous ne connaissiez pas. Là, c'est sorti de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où les gens disent « Oh boy, est-ce que ça me tente? » Bon. Puis c'est loin d'être évident. C'est là la nuance. Il faut revenir à la maison, mais changer la maison. Voilà. OK, la maison n'est plus la même. Là. OK, bon. Dans les termes de Jung, ça s'appelle une restauration régressive de la persona. Bon, restauration, on revient. Régressive, parce que bon, quand on n'avance pas, on recule. Bon, de la persona, bon, le masque d'acteur, mais j'arrête là-dessus. Mais bon, Jung s'est beaucoup intéressé à ça. C'est, bon, ben, il n'est pas le seul. Okay? Mais lui, il l'a mis à sa façon. Puis oui, effectivement, Jung, il a quand même fait beaucoup de... Ben, lui, il est parti des alchimistes occidentaux là, du 13e siècle. Puis il a découvert des choses bien intéressantes. Bon, évidemment, moi, j'ai trippé beaucoup avec lui, là, mais avec ses livres. Mais puis, il avait quel âge? Ben, 70, non, dans la soixantaine. Puis il a réalisé qu'en Orient, là, ben, c'est Richard Wellem qui a fait découvrir ça, ben, puis ben, en Orient, il parle de ça depuis 3000 ans. Là. Oh boy! Bon, un petit test d'humilité assez intéressant. Mais c'est quand même, bon, ça donne beaucoup de valeur à la chose parce que tu dis, hey, c'est ancré là, depuis 3000 ans. Bon, qu'est-ce que les alchimistes au 13e siècle ont mis avec leurs formules particulières, mais puis ben, on trouve ça ailleurs. OK, bon. Puis ça, c'est bon, là, je ne donnerai pas un petit cours sur les archétypes, mais c'est l'idée d'un archétype, c'est celui-là. Autour de la boule, on est tous pareils, là, au niveau archétypal, donc plus très profondément, mais donc, c'est ça. Mais c'est beau cette idée-là que tu as, qu'on est tous pareils, puis que d'une certaine façon, on habite tous la même grande maison. C'est un peu ce que tu dis. Puis c'est vraiment une force de ton livre, parce que de ramener, au fond, l'expérience de la psychose dans la maison de tous, et aussi l'Orient, l'Occident. Bref, il y a une espèce de... Tu arrives à dépasser ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Hein. Puis c'est ton rapport à la théorie, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, c'est important le langage, mais c'est important de dépasser le langage qui est uniquement identitaire ou narcissique ou d'appartenance, puis qu'il y a une appartenance qui est plus grande, en fait. T'sais. Puis ça, je suis certain que tes patients ont senti ça, qu'ils habitaient la même maison que toi. Puis ça, oui. C'est dur de transmettre ça. Comme clinicien, je pense qu'il faut dépasser ses peurs, il faut faire du chemin, puis tu vas d'inconscient à inconscient. Peut-être qu'au début, il avait peur de rencontrer un psychiatre. Là, bon, qu'est-ce qu'il va me faire? Puis tout ça. C'est sûr. Puis là, tu l'as relancé par en dessous. Cette idée, je pense qu'on habite la même maison. Puis ça, c'est très, très beau. Puis merci. Je voulais te le dire pour ça. Puis on va voir s'il y a des gens qui vont nous relancer ailleurs, peut-être dans la discussion. On peut applaudir avant. Faites attention à mon humilité, là, quand même. Un peu de... Alors, oui. Oui. Ma question, c'est pour le contexte où une personne qui souffre de psychose est vraiment en refus et vit une certitude que son délire, c'est la réalité, puis ce l'est pour elle, probablement. Et si cette personne-là refuse, si c'est difficile pour cette personne-là de recevoir de l'aide professionnelle en contexte clinique, comment est-ce que les proches, les personnes qui sont en relation avec la personne, la famille, de maintenir un lien de confiance? Tu sais, vous parliez de trouver une qualité de présence, puis est-ce que c'est mal si la personne
tu sais, un réflexe de fuite ou est-ce que justement on met le doigt sur quelque chose? Parce que vous avez dit, vous parliez de fuite, mais vous parliez aussi du fait que quand on a une réaction comme ça, c'est peut-être pas en contexte clinique. Excuse-moi, je m'égare. Mais en fait, la réponse du patient, que ce soit en contexte clinique ou en famille, est-ce que c'est mal quand la personne refuse, quitte, fuit, ou est-ce que c'est un peu pour comment favoriser la meilleure relation possible avec une personne comme ça en contexte non clinique? OK, bon. Bon. Là, vous me demandez une question générale, puis c'est pas facile à répondre à une question. Bon. Mais je vais quand même aller dans des généralités, là, mais on nuance. Bon. OK. Donc, il y a quelqu'un qui a peur. Vous décrivez bien, là. OK? C'est quelqu'un qui a peur. Et dès qu'on s'en approche, il sauve, ou il se retire. Il y a bien des façons de se sauver. OK? Bon, on est dans le métro, OK? Puis il y a quelqu'un qui est là, puis là, on s'approche parce que, bon, il commence à avoir du monde, puis il se met à se parler, puis à parler bien fort, puis à crier, puis à sacrer, puis bon. Ça se peut qu'il y ait un espace qui va se créer autour. C'est mauditement efficace. Ça va? Cette personne-là a peur, elle a pris un comportement, guillemets, fou, et elle obtient un espace dont elle a besoin. Bon, donc, généralité, de respecter le fait que l'autre a peur, qu'il a besoin de cet espace-là, ben, bon, oui, c'est la différence en clinique, là, en tout cas, entre refléter, constater que c'est là, dire, vous avez peur, ou tu as peur, je sais pas, c'est dans la famille, on va dire tu, j'imagine, OK? Donc, tu as peur, mais tu n'es pas obligé de crier aussi fort, mais tu as peur. Bon, OK? OK, à cette distance-là, je suis correct. Oui, je suis en train d'apprivoiser la situation, là. OK? Bon. Ça m'est arrivé, d'ailleurs, dans le métro, ça, c'est la ligne verte. Je m'en allais à l'ouest. Donc, je rentre dans une affaire, puis il y avait quelqu'un assis là, qui m'a regardé, là, puis il s'est mis à parler fort. Puis là, je me suis approché juste un petit peu, là, puis j'ai dit, je suis pas dangereux, puis je vais juste lire mon livre, je bougerai pas. Puis là, j'ai ouvert mon livre, il a arrêté. Oui, j'avais juste compris, il y avait... Mettons qu'il y avait le profil, tout le kit, là, la tuque jusqu'en bas, puis bon, tout le kit là pour... Mais j'ai juste compris que lui, là, il avait peur parce qu'il était seul dans son wagon, là, puis il était bien confortable, puis c'était bien correct. Puis il est arrivé quelqu'un, puis ça lui a fait peur, puis sa manière de se défendre, c'est ça. Puis là, j'ai juste dit que je n'étais pas dangereux, puis que je ne bougerais pas. Il m'a regardé intensément, mais il a arrêté de crier quand même, ça, c'était pas pire. Mais dès qu'il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées à d'autres stations, il a recommencé. Ça va, bon. Mais là, je n'étais pas en traitement avec lui, mais c'est juste pour illustrer cette affaire-là, là. OK, on peut dire à quelqu'un, OK, qu'il a peur, que je reconnais qu'il a peur, c'est quoi la bonne distance, OK, s'il sauve, bon, il sauve, là. OK, on peut bien courir après, mais bon. Bon, mais c'est parce que si c'est facile à comprendre qu'on ne veut pas que la personne, ne veut pas qu'elle soit folle. On ne voudrait pas. Hein? Alors, on ne veut pas qu'elle nous traite comme si on était des dangers publics. Là. Mais pour l'autre personne, on peut l'être un danger. OK, bien, c'est pas narcissiquement, là, personnellement, mettons, bien, c'est pas le fun. OK, bon. Moi, quand mes patients, ils se mettent à avoir peur, je suis content parce qu'on est à la bonne place. Mais personnellement, j'aime pas ça, faire peur au monde. Là. Donc, c'est pas... bon. Mais en même temps, j'ai choisi d'être là, puis, ben oui, ça y fait peur. OK? Puis j'essaye de me dire que, bon, c'est pas si grave, là, puis qu'il y en a d'autres qui ont moins peur. Bon,
Oui, c'est cette prétention à être là, puis l'humilité d'être juste là. Peut-être c'est encore le même truc, là, mais... Oui, puis moi, je rajouterais, parce que tu as dit le mot mal. Est-ce que c'est mal? Puis je pense que c'est important de parler de ça, parce qu'au fond, la façon d'être avec la psychose, ça ressemble à la façon d'être avec les enfants, ça ressemble à la façon d'être en général en relation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à moraliser, justement, et à dévaloriser surtout les réactions. Parce que Daniel parle beaucoup de réponse de peur, réaction de peur. Tu as un enfant qui fait une crise, ou un psychotique qui fait une crise, ou même quelqu'un qu'on connaît qui fait une crise. L'idée de dire que c'est mal, c'est ce qu'on fait beaucoup. Hein? On élève les enfants comme ça beaucoup, malheureusement. Alors que je pense que la façon de faire qu'on voit dans son livre, mais qu'on peut essayer, c'est pas facile, mais qu'il faut tous tendre vers ça, c'est quand même de toujours... tout le monde a toujours raison d'un point de vue psychique, c'est-à-dire qu'on a toujours raison de se pousser. C'est là qu'il faut aller avec le psychotique puis dire, là, je la vois, ta terreur. Moi aussi, je me pousserais. S'il y avait un tigre, je m'en irais moi aussi. Puis il faut toujours voir le tigre d'une certaine façon. Puis en fait, on ne le voit pas. Parce que quelqu'un qui est dans le métro et qui crie, ben nous, ce qu'on voit, c'est un métro. Fait qu'on n'a pas envie de se pousser, là, on n'a pas peur. Mais cette personne-là voit peut-être quelque chose d'extrêmement terrifiant, ou en tout cas le ressent, ou même inconsciemment. Des fois, il ne le sent pas consciemment, mais... Puis c'est la même chose pour des enfants, ou c'est la même chose dans les dynamiques d'amitié, de couple. C'est toujours ça qu'il y a psychiquement qui se joue, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On va toujours dévaloriser les gens en disant « t'as ben trop peur de ça ». Alors qu'au fond, c'est qu'on n'est pas dans leur expérience, puis on a toujours raison de se pousser d'un point de vue psychique, mais d'un point de vue extérieur. Puis ça sert à rien, en fait, de dire à quelqu'un que c'est mal ou de juger, en fait, la fuite. C'est un peu ça que je veux dire. Là. Je pense que jamais dans son livre, on voit que le psy va juger socialement ou moralement quelqu'un qui fuit. C'est la position psy, c'est au contraire de dire « je ne sais pas encore pourquoi tu te pousses à ce point-là, mais on va aller voir ensemble c'est quoi ton dragon dans ta maison. Mais je ne suis pas en train de te dévaloriser parce que tu te pousses. C'est ça, c'est sûr que... Ou parce que tu fais une crise, ou parce que tu as des mécanismes de défense. Puis ça, je dirais que c'est la base de toute relation humaine qui a un bagage psy. C'est de suspendre son jugement en disant « je sais pas de quoi tu as peur, mais on va essayer d'aller voir ensemble c'est quoi. » Donc, tu as sûrement raison d'avoir peur de ça. Il y a une raison qui fait que cette personne-là a peur. OK. Puis, bon, à partir de ce que tu viens de dire, c'est bien important de ne pas infantiliser la personne. C'est vrai que ça nous fait penser à comme avec les enfants, mais infantiliser quelqu'un, là, c'est une blessure. Bon, là, je vais faire une grosse généralité. Il y a toujours une blessure narcissique profonde dans l'expérience psychotique. Ça, là, mettons, c'est pas 100%, là, mais bon, mettons, c'est pas mal tout le temps. Parce que c'est identitaire, c'est profond, là. Alors, se faire traiter en enfant en plus, là, c'est en rajouter. Mais on peut très bien avoir cette réponse spontanée, là. C'est bon? Puis, ben c'est pas la bonne. Ça c'est vraiment pas la bonne. Puis en même temps, bon... alors, s'adresser à l'adulte, malgré le comportement apparemment infantile, c'est sportif, là, mais bon, mais quand même intéressant. Parce que par rapport à la peur, on est tous des enfants. C'est pour ça qu'il faut être capable d'y aller, d'assumer narcissiquement qu'on peut redevenir un enfant. C'est pas évident, là, effectivement. C'est ça. Un autre point que tu mentionnais, c'est que, bon, le psy n'a pas de jugement. Bon, porte pas de jugement. C'est cute, ça. Mais des psys comme moi portent des jugements, puis s'en rendent compte. Ça va. S'en rendent compte, puis c'est beau, puis là, je suis en train de porter un jugement, je suis en train de me défendre. OK? T'es d'accord avec ça? On va passer à une autre question. OK. Mais c'est tout aussi important. Parce que si je me demande de ne pas porter de jugement, ben ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir des préjugés, puis j'en ai. Ça veut pas dire... Bon, puis j'ai ces réflexes là, d'avoir porter un jugement, il m'énerve. Bon, il m'énerve. Bon, OK. Ça veut dire qu'il m'énerve. Bon, OK. Bon. Est-ce que ça lui sert
est-ce que je m'éloigne parce qu'il m'énerve? Ça peut être ça. OK? Mais, puis la réponse est en général pas écrite dans le front des patients. En tout cas, pas dans les miens. Je ne sais pas si c'est pour les vôtres, là, mais... Puis, ben, on tergiverse avec ça, là. Puis, mais bon. Anyway. Oui, merci. Ça répond? Est-ce qu'il y en a une autre intervention peut-être pour nous relancer, puis après on pourra boire du vin, mais peut-être une autre intervention avant? Oui, dans le fond. Oui, en fait, moi, un pattern que je vois souvent, c'est des personnes qui font des psychoses, qui sont hospitalisées, qui sont surmédicamentés avec des neuroleptiques, et puis bon, qui se calment et on les laisse partir, et puis ils reviennent 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, et ça recommence. C'est un pattern qu'on voit partout, dans tous les hôpitaux. Et j'ai entendu que, en fait, quand ça revient, c'est qu'on est à la bonne place. J'ai entendu ça. Parce que c'est toujours les mêmes délires, en fait, qui reviennent sur ces personnes-là. Et comment on fait quand c'est à la bonne place, puis qu'à l'hôpital, ça va être des neuroleptiques, puis qu'après ça, les personnes vont être libérées? Comment on fait pour travailler à la bonne place, pour pas que ça revienne? Moi, j'ai pas tout entendu, là, parce que... Ben, au fond, elle disait... Elle parle de la répétition aussi, du retour, en fait, puis de la bonne place, c'est-à-dire la place de la peur dont on parlait, qui est aussi la place des défenses de peur. Donc, ça peut être du délire, ça peut être plein de réactions associées à la psychose. Et elle demande comment on fait quand les gens sont dans cette place-là de crise, de peur et tout ça, pour pas que ça revienne, en fait. C'est un peu la question d'éviter, comment on fait pour éviter les rechutes, les retours, les répétitions. C'est une grande question, en fait. Non, bon, OK, la question est, je la comprends. Mais, OK, en fait, c'est une très mauvaise idée de penser qu'on va faire ça, à savoir qu'on va empêcher que ça revienne. Puis c'est pas juste dans une clinique d'alternative comme vous êtes, madame, là, que ça se passe. Là, ça se passe aussi dans le suivi psychiatrique. Là. On veut pas que ça revienne. Ça, j'en parle dans le livre. Là. Il y a plusieurs exemples. Bon, et c'est une très mauvaise idée. Ça va? Parce que, ben, on va essayer de prendre des moyens qu'on n'a pas pour pas que ça revienne. Mais on les a pas. Mais reconnaître qu'on les a pas, bon, dans le livre, là, c'est sortir du déni, là. Bon, du côté des soignants. Reconnaître qu'on ne les a pas les moyens, on peut aider quelqu'un, cette personne-là peut arriver éventuellement à être capable de voir que, oups, ça repart, je m'en rends compte, puis je me ramène à l'équilibre. Mais ça, c'est un travail long. On ne parle pas de 16 semaines, là, ça va, mais quelques années minimum. Donc, 3-4 ans, là, on peut arriver à ça. Mais c'est la personne qui va. Alors, mais ce n'est pas la personne à l'extérieur, c'est la personne elle-même. Mais pour y arriver, bien, il y a un processus qui va, pour connaître comment moi je réagis, comment ça réagit en moi. Et bon, alors, quand je suis exposé à ça, ben ça provoque une défense que les autres appellent psychotique. Bon, ça va, mais c'est une défense. Je m'en vais ailleurs. Alors, si je peux m'en rendre compte, mais, OK. Donc, ma réponse à votre question, madame, je ne vous vois pas là, mais c'est pas une bonne idée là, de se donner ça comme mandat. Accompagner quelqu'un quand ça part, là, ça, c'est une bonne idée. Mais, c'est la prétention que j'ai avec le livre, les images, bon, c'est un livre d'un prof, là. Moi, je suis un prof. Il y a des images là-dedans qui aident, je le pense, vraiment, à accompagner les gens là-dedans. Bon, c'est des images, c'est des histoires, dans ça, c'est pas des histoires de cas, c'est des histoires de fous. Puis il y en a beaucoup d'histoires, et avec ces histoires-là, on peut se faire des représentations mentales de à quoi ça ressemble dans la personne, et ça nous permet de l'accompagner, pas d'empêcher que ça arrive. OK? Ah, c'est très bien ce que tu dis, ce réflexe-là de dire... Parce qu'en fait, ça répond aussi à votre question de deux façons. C'est-à-dire, il ne faut pas dire
il ne faut pas que ça revienne. C'est pas ça qu'il faut lancer comme message. Piège, mais en faisant ça, en étant capable de ne pas faire ça, je pense que ça revient moins. C'est-à-dire qu'en donnant l'hospitalité, et de là le mot hôpital aussi, on avait la maison tantôt, quand on dit, on comprend que tu as peur du dragon qu'il y a dans la maison, mais si tu peux revenir de temps en temps, moi je vais être là. Donc le but, c'est pas de dire, viens une fois dans la maison, puis il ne faut plus jamais que tu ressortes. Ça, c'est un très mauvais message à lancer. C'est surtout peu réaliste. C'est peu réaliste. Puis c'est aussi peu hospitalier. Puis dans l'attachement aussi, par exemple, de dire à quelqu'un, si tu fais une rechute, c'est très grave et je vais t'aimer moins. Et le système ne sera pas content parce que tu vas coûter cher. Puis tout ça, le message qu'on lance, alors que de dire, tu peux retomber. C'est pas ça que je souhaite, on ne souhaite pas ça. Mais si tu retombes, je vais être là, puis on va essayer de rendre ça profitable. C'est ça. Parce que l'idée, c'est comme on a dit tantôt, là, rendre profitable qu'est-ce qui est sorti grâce à la crise. Donc, dans cette crise-ci, là, vous avez été le juge impitoyable, là, qui habite en vous. Sophie dans le livre. C'est bon? Bon. Et est-ce qu'on peut rendre ça profitable? Ah, tout à fait. Puis j'imagine qu'il y a tout un travail avec les familles aussi qui doivent dire on ne veut plus jamais que ça se produise. Exactement. Puis il va falloir aussi qu'eux fassent le chemin de dire peut-être que ça va se reproduire. En fait, sûrement que ça va se reproduire, puis il va tous falloir être là quand ça se reproduit. Oui, c'est ça. Ça n'arrive pas qu'une fois, là. Oui. Je ne voulais pas vous interrompre, vraiment pas. C'est impressionnant de poser notre question devant tant de regards, mais je vais y aller quand même. Allez-y, moi j'appelle ça la paranoïa, mais c'est pas grave. C'est la bonne place. Donc, c'est ça, j'accompagne une personne depuis environ 1 an qui vit des éléments de psychose, en tout cas. Et elle, ce qu'elle me dit souvent, les derniers mois, elle me dit la chose suivante. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Elle me dit... Moi, c'est pas les MOTS que je veux qu'on s'occupe des MAUX. Je veux pas en parler, je veux pas aller en psychothérapie. J'aimerais ça que ça passe par le cadre des approches psychocorporelles qu'on n'a pas encore trouvées ou identifiées encore. Donc, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne approche de passer par là? Bon, la réponse simple, c'est oui. Oui. Le comment, là, je ne sais pas. OK? Mais sérieusement, mais cette personne-là, je ne sais pas si vous voyez la contradiction, le problème là, que ça pose. Alors, je veux qu'on s'occupe de mes mots MAUX, mais je ne veux pas aller en thérapie. Alors, je ne veux pas avoir un contenant là, pour regarder mes mots MAUX. Je ne veux pas. Mais je veux qu'on s'en occupe. Bon, comment on résout ça? En tout cas, moi, je n'ai pas de résolution à offrir à cette personne-là. OK? Alors, si vous voulez qu'on aille dans les mots, MAUX, OK, on va y aller. Mais, on va avoir un cadre pour ça, là, puis ça s'appelle la thérapie. Si vous ne voulez pas appeler ça la psychothérapie, bien, on va appeler ça autrement, là. Mais ça s'appelle... OK, puis j'ai besoin, moi, de ce cadre-là pour travailler avec vous, pour aller voir vos mots MAUX. C'est bon, mais bon, parce que vous allez tourner en rond longtemps, là, parce que je veux y aller puis je ne veux pas y aller, là, en même temps. Bon, alors, il faudrait s'entendre, si on y va pas, là. Okay. On y va comment? Puis, ce que je dirais à cette personne-là, c'est que quand vous allez toucher à vos mots, ça va vous faire mal. MAUX? MAUX. Oui, on va le nommer peut-être avec des mots MOT, mais ça va faire mal, là. Puis vous allez avoir besoin de vous sauver dans votre système de survie-défense. Ça peut être de la psychose, ça peut être autre chose, là, mais vous allez avoir besoin de ça, là, ça va popper, là, ça vous est arrivé dans votre vie, là. Pourquoi ça arrêterait d'arriver, là? Bon, alors, mais ça, c'est une mise en garde, bon, que je ne faisais pas il y a 30 ans, là, je ne la connaissais pas. Maintenant, je la fais. On s'en va là, puis ça va être dérangeant, ça va être troublant, ça va vous faire mal, puis on va y aller parce que, bon, ensemble, peut-être qu'on va être capable de porter ça
peut-être que vous n'êtes pas capable, juste vous, là. Donc, c'est pour ça que vous venez à moi, mais ça va? Vous voyez un peu l'idée? Oui, je suis contente, vous m'aidez à... Vous m'aidez. C'est ça. C'était le but. Ben merci. Je pense qu'on va arrêter là, puis le reste peut se faire de façon informelle. De toute façon, Daniel est là, il va s'exposer à sa pire peur, là, une file de gens qui veulent venir de te donner de l'attention. Donc, merci pour votre écoute. C'était vraiment un beau moment. Et puis, bravo encore à Daniel. Merci beaucoup.